merci d'être venu parce que avec la pluie, c'était, je pense que vous êtes très motivés pour être venus. J'en profite pour remercier tous les professionnels. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, directeurs de structures qui sont là. Et voilà, c'est vrai qu'on a mené un travail avec la journée alimentation à l'hôpital et en maison de retraite et la conférence vient un petit peu compléter ce travail. Alors, on a essayé de chercher un titre, c'était comment concilier les besoins, le plaisir et les besoins alimentaires et les besoins nutritionnels. Alors, une première question déjà au niveau psychologique, est-ce que l'on mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger? Telle est la question. Donc il est vrai que l'alimentation, eh bien, c'est tout d'abord un besoin primaire, hein, où on doit se nourrir son corps pour vivre. Et donc ça a aussi une représentation culturelle parce qu'on voit bien que l'alimentation varie selon les cultures et varie aussi selon l'identité sociale que l'on peut en avoir. Hein. On voit bien que les Mélanésiens ne mangent pas pareil que les Wallisiens ou que les Asiatiques et que le temps du repas, c'est aussi un temps de partage. C'est aussi un vrai plaisir. Alors l'homme, depuis le départ, a toujours été en quête de nourriture, hein, lorsqu'il y avait les périodes de chasse, de disette, etc. On ne peut pas vivre sans manger. Mais c'est vrai qu'après, au fil du temps, on se rend compte que quand on est jeune, et on en parlera un petit peu après, quand on est jeune, on aime bien manger, ça devient un plaisir, et au fur et à mesure qu'on avance vers l'âge, le plaisir est un petit peu moins mis en avant. Alors, le goût, c'est vrai, est important. On associe souvent le goût à la saveur et à l'odeur. Et c'est aussi à travers le goût que l'on change nos comportements alimentaires et que l'on joue aussi sur l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est aussi un contrôle de soi. Oui, donc c'était un peu une diapo humoristique. C'est parce que la nourriture, quand on se nourrit, c'est une action assez intime, puisque l'on apporte la fourchette vers soi. Et donc du coup, ça peut être aussi mal vécu quand l'on donne à manger à autrui, hein, enfin quand on donne à manger à quelqu'un d'autre. La nourriture et l'alimentation, c'est aussi une façon de se contrôler. C'est une façon aussi de maigrir, une façon de grossir, une façon de modeler son corps. Et effectivement, quand on voit, moi ça m'a un peu choqué quand je vois cette dame qui mange avec la fourche, parce que bon, c'est un peu violent, mais c'est pour vous montrer que voilà, c'est aussi c'est assez intime. Et donc du coup, pour les gens qui veulent contrôler leur corps et se contrôler ou être en opposition, va se développer des troubles du comportement et des désordres alimentaires comme l'anorexie, la boulimie et l'obésité. Alors, là, c'était un petit clin d'œil en bas pour vous montrer qu'avec l'évolution, au fil de l'âge, peut-être bien qu'actuellement, on va tourner vers l'obésité, hein, puisque les gens de mon âge, voire même 40-50 ans, on tourne vers l'obésité. Voilà, on n'arrivera pas encore jusqu'au cochon. Et donc, c'est pour dire que le plaisir est important dans la jeunesse, avec le goût, mais aussi donc, toute la diversité culturelle, mais aussi au niveau de l'âge adulte. Mais dès qu'on commence à prendre de l'âge et qu'on arrive vers la personne âgée à partir de 65-70 ans, là, le plaisir commence à baisser. Il y a moins de plaisir parce que le goût, je vais vous en parler, il y a une perte du goût, il y a une perte de l'appétit. Et donc, du coup, notre objectif, ça va être surtout d'assouvir les besoins, en fait, hein, puisque le plaisir diminue. Et donc avec l'âge, les personnes âgées donc, perdent l'appétit, ils ont une modification du goût qui est modifiée, donc avec plutôt une appétence, donc ils préfèrent les saveurs plutôt sucrées ou épicées ou salées, hein, mais tout ce qui est assez fade en fait, comme le concombre, ça a du mal à passer parce qu'on sent moins le goût. Avec l'âge, on voit aussi qu'il y a des problèmes de maldigestion et de constipation, qui fait que on va être plus vigilant. De manière physiologique, la masse maigre va baisser, c'est-à-dire tout ce qui est muscle, au détriment de la masse grasse. Hein, donc les personnes vont plus prendre de graisse et perdre du muscle. Et la taille va diminuer aussi de 5 à 8 cm, donc ce qui favorise une baisse de la densité osseuse et qu'on voit bien que les gens se rapetissent, hein, et même se courbent. Et de manière, mais alors vraiment physiologique, hein, avec l'âge, on voit bien qu'il y a une baisse
de la protéine, un manque en protéines et en calcium, et donc pourvoyeur de dénutrition et d'ostéoporose. Alors, notre principale priorité, c'est vraiment de lutter contre la dénutrition et contre la perte de poids. C'est vraiment ça. Alors, la dénutrition, donc c'est ça. Je pense que vous en avez déjà vu. Donc, effectivement, j'étais à l'accueil des gens cet après-midi et c'était pas leur priorité. Mais bon, on voit bien qu'au fur et à mesure, surtout quand ils ont des maladies associées, la dénutrition est importante. Donc là, c'est une dame qui fait quand même 28 kg pour 1m48. Donc effectivement, son indice de masse corporelle est à 12. Et là, c'est une extrême maigreur. Et je pense que dans les maisons de retraite, vous en avez. Alors, la perte de poids, ou on l'appelle aussi la dénutrition ou la malnutrition protéino-énergétique, elle est assez méconnue, on n'enseigne pas du tout à l'université. On pense surtout aux enfants qui sont malnutris en Afrique avec le gros ventre, mais on ne pense pas aux personnes âgées en fait. Et c'est pas quelque chose qui est dépisté, puisqu'elle est seulement dépistée dans 10 à 30% des cas en médecine de ville. On voit bien qu'il y a plusieurs facteurs, comme je vais vous l'expliquer plus tard, que c'est associé aussi à la perte de calcium et de protéines de manière physiologique lorsque l'on avance en âge, et que ça peut engendrer donc une perte de l'autonomie et donc une difficulté à survenir à ses besoins. Et on a souvent les aidants et même les familles et même certains professionnels disent « Ah, mais de toute façon, il est vieux, c'est normal qu'il ne mange pas ». Donc ça c'est faux, hein. Les besoins ne diminuent pas avec l'âge, ce qui est faux. Et alors aussi on va penser que les obèses ne peuvent pas être dénutris. Et que comme il est gros et obèse, et bien, du coup il est bien portant et donc il ne va jamais avoir de complications. Ce qui est faux aussi, puisque comme je vous le disais, une personne âgée perd aussi en protéines et une personne qui est obèse et qui a plus de masse grasse et moins de protéines, s'il est alité ou qu'il reste au lit parce qu'il a été opéré d'une prothèse de hanche ou je ne sais pas, il est à risque d'avoir des escarres. Donc ça arrive à l'hôpital, mais même en maison de retraite, d'avoir des gens obèses avec des escarres. Donc ça, il faut vraiment s'en méfier. Et aussi, on a aussi des idées comme les régimes, hein, on en parlera plus tard, ou effectivement des régimes au long cours, comme le régime sans triglycérides, le régime sans sel, le régime sans graisse. À un moment donné, je pense arriver à un certain âge, il faut arrêter d'avoir des régimes. Alors, la dénutrition, lorsqu'elle n'est pas régulée et quand elle n'est pas dépistée, elle fait des ravages. On peut en mourir quand même. La première chose, c'est que ça donne des hospitalisations, puisque les personnes sont très fatiguées, ils mangent moins, ils ont du mal à faire certaines choses. Ils vont être réhospitalisés aussi, parce qu'on sait qu'une personne qui n'a pas été renutrie correctement dans l'année risque d'être réhospitalisée. Ça allonge aussi les durées de séjour, surtout quand ils font des escarres. Voilà. Nous, on en a régulièrement au CHS qui viennent. On a l'unité au pavillon 10 du SMR, qui est l'unité pour la renutrition, justement, parce que on voit bien toutes ces personnes âgées qui arrivent même pour une simple pathologie, je ne sais pas, une infection, hop, ils sont à l'hôpital, ils vont rester 10-15 jours, ils ne vont pas être mobilisés, ils vont moins manger parce qu'à l'hôpital, on ne mange pas forcément comme à la maison. Du coup, ils vont perdre. Donc après, ils vont venir chez nous à nos villes, on va essayer de les remotiver, de les renutrir, pour après retourner à la maison. Mais c'est vraiment une spirale, et c'est vrai que déjà, on ne le prend pas en amont au niveau du CHT. Enfin, je pense, hein, peut-être que vous allez dire le contraire, mais voilà. Donc après, forcément, les personnes qui sont fatiguées, dénutries, peuvent perdre au niveau de l'autonomie et se mobiliser en fauteuil roulant ou avoir besoin de marcher avec une canne. Ça a aussi pourvoyeur de désinfection, puisqu'il y a un déficit immunitaire. Et donc après, c'est l'engrenage, hein, ça peut donner des chutes, des fractures, des escarres, comme je vous le disais, et aussi on peut en mourir. Notamment, je pense aux gens qui ont des pathologies comme les accidents vasculaires et qui après ne mangent pas, se dénutrissent. On ne fait pas assez attention en amont et donc du coup, ils peuvent en mourir. Ou les personnes âgées qui ça c'est un autre débat. Alors, les facteurs favorisants de la dénutrition. Donc déjà à domicile, c'est surtout l'isolement. Hein, l'isolement, et je pense que c'est aussi
pour ça qu'on fait cette conférence, c'est vraiment avec ces thèmes-là de rompre l'isolement. C'est sûr qu'à domicile, il suffit qu'une personne âgée vive seule ou qu'elle ait subi un deuil ou que la maison soit éloignée des premiers magasins de proximité et donc du coup les personnes ne vont pas faire leurs courses aussi fréquemment qu'ils le souhaitent. Ils n'ont pas non plus de convivialité et de partage du repas avec quelqu'un d'autre et donc du coup c'est vrai que c'est difficile pour eux. Alors l'isolement aussi, ne pas pouvoir aller faire ses courses, de ne pas avoir de voiture ou des courses inadaptées. Il y a des gens aussi qui manquent d'argent cruellement et qui ne peuvent pas acheter comme ils voudraient, donc ils achètent des produits de première nécessité, mais ne sont pas bien informés des besoins dont on a besoin, enfin des aliments dont on a besoin. C'est vrai que les gens vont surtout acheter du riz, du sucre, mais on ne peut pas se nourrir que de riz, c'est que des féculents, ça n'apporte pas non plus beaucoup de protéines. Les gens, certains achètent des cartons de poulet, mais c'est pareil, on ne varie pas les protéines, il faudrait varier entre les œufs, le poulet, le poisson. Et ça, en fait, on se rend compte aussi que quand on vieillit, les personnes perdent un peu l'envie de cuisiner et de faire les courses et de varier un petit peu les plaisirs et de varier les recettes. Et du coup, ils mangent toujours un peu la même chose, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des personnes aussi donc, qui sont dans des conditions de vie précaires, ou alors ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité, ou qui vivent en squat, pour qui la cuisine se fait parfois au feu de bois. Et il y a aussi une méconnaissance des aidants à l'enrichissement des plats, que ce soit des aidants familiaux comme des professionnels. Alors, effectivement, souvent on fait appel à la gamelle, donc on se dit, c'est bon, on va mettre la gamelle et puis ça y est, ça va être réglé. Sauf que, bon, déjà, ça a un coût, la gamelle. La gamelle, c'est livré en barquette. Parfois, ils ont du mal à réchauffer la gamelle. Ils confondent un petit peu les étiquettes au niveau de la gamelle. Il n'y a pas une gamelle enrichie. C'est des gamelles allégées, des gamelles normales, des gamelles sans sel, des gamelles... il y a des diététiciennes qui sont là, mais justement, faites-moi vos retours. Mais il n'y a pas les enrichis. Il y a aussi des difficultés pour les gens qui sont en régime mixé, ou pour ceux qui ont des troubles de déglutition, on ne va pas faire de gamelles pour ces personnes-là. Et puis c'est onéreux quand même. Alors vous prenez en charge le CCS pour les gens qui sont en grande précarité, mais tout le monde ne peut pas se payer la gamelle et il n'y a pas d'aide autre que la mairie de Nouméa. Et il y a des gamelles qui font appel à des diététiciennes pour effectivement évaluer si le menu est équilibré sur la semaine, mais je ne pense pas que toutes les gamelles le font, à moins que ce soit obligatoire, peut-être que je me trompe. Et surtout, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que les personnes âgées font une barquette pour 2 repas, alors que normalement, c'est une barquette par repas, quoi. Les auxiliaires de vie, quand elles interviennent, elles ont des grosses difficultés aussi, c'est qu'elles font des repas en fonction de soit leurs habitudes culinaires, soit l'habitude des personnes âgées. Donc du coup, bon, c'est bien, au moins elles sont sûres qu'ils vont manger, mais après, est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'elles sont formées? Est-ce qu'elles savent ce que c'est que la dénutrition? On se rend compte aussi, parce que j'ai une autre mission qui est dans le cadre du pôle où on propose des auxiliaires de vie au moment du repas et elles ne sont pas toujours au moment du repas parce qu'elles préparent en amont le repas le matin et ensuite elles partent voir d'autres personnes et c'est vrai qu'il faut que la personne âgée réchauffe à 11h ou midi. Donc du coup, ça peut être un frein. Voilà. Mais c'est surtout les auxiliaires de vie, est-ce qu'elles sont vraiment sensibilisées à l'enrichissement? Moi, c'est la question. Alors l'hôpital, et la maison de retraite, pas moi, mais l'hôpital, a surtout sa part de responsabilité dans la nutrition. Nous sommes un grand pourvoyeur. C'est vrai. Parce que on s'est rendu compte, notamment en France, que seulement 20 à 40% des gens mangent en dessous de leurs besoins, c'est-à-dire à moins de 1300 kcal, que seulement la moitié répondent à leurs besoins énergétiques, et seulement 10% mangent plus de 2200 kcal. Le minimum, c'est 1800 kcal par jour. Moi, je le prône depuis des années. L'alimentation hospitalière est inhospitalière parce que moins dans les hôpitaux gériatriques et au CHS, mais dans les grandes structures d'hôpitaux généraux comme le CHT ou des CHU ou CHR, si vous voulez, dès qu'il y a une personne âgée qui arrive, boum, régime mixé, d'emblée. Voilà. Et c'est vrai que
parfois, il arrive que seulement au bout de 3-4 jours, on interroge la personne et on évalue la personne à savoir si elle sait manger correctement. Et c'est seulement au bout de 3-4 jours qu'on va lui changer son régime. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un qui mangeait normal, il arrive à l'hôpital, il a une infection, pendant 3 jours, on lui met un régime mixé, c'est sûr que ça le calme, quoi. Et alors, surtout, ils ne sont pas toujours bien présentés, c'est un peu voilà, écœurant. La restauration collective a aussi sa part de responsabilité, puisqu'en fait on a des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire à respecter. Et quand on met en liaison chaude, c'est forcément de meilleure qualité nutritionnelle et gustative, puisque les vitamines restent encore là. Mais lorsqu'on est en liaison froide, comme au CHT, où effectivement c'est produit plusieurs jours à l'avance et qu'on a 5 jours pour les réchauffer et qu'on remet en température, là, on y perd au niveau gustatif et c'est clairement vu, moi je l'ai vu dans des maisons de retraite qui étaient en France, qui étaient passées de la liaison chaude à la liaison froide, les patients avaient perdu 2 kilos. Tout ça. Les horaires de repas ne sont pas non plus respectés, le jeûne nocturne est allongé, c'est-à-dire que les horaires de repas à l'hôpital correspondent à une organisation du personnel, mais pas à une organisation, pas à la physiologie de la personne, c'est-à-dire que les personnes vont manger, on parle de rendez-vous alimentaire, entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, c'est souvent 3 heures ou 3-4 heures maxi. Au CHS, ils ont le petit déjeuner à 7h30, ils déjeunent à 11h30, voilà, à 11h30, après ils ont le goûter à 15h, et le dîner est à 17h, 17h30, et entre 17h30 et 7h30 du matin, ça fait plus de 12 heures de jeûne nocturne, et ça c'est pourvoyeur de dénutrition. Je pense qu'en maison de retraite, vous avez les mêmes difficultés. Après, il y a... Non, vous savez pas ça? Non, si, on peut commencer plus tôt le matin. Après, oui. Mais voilà, c'est une organisation à mettre en place. Nous, je sais qu'au CHT, ils y travaillent. Nous, on va devoir y travailler aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, comme on les saucissonne un peu les rendez-vous alimentaires sur la journée, calqués sur leurs horaires de travail, parfois ils n'ont pas envie de manger, les patients. Donc du coup, ils ont parfois des nausées, vomissements. L'environnement aussi n'est pas du tout propice, que ce soit... on s'est rendu compte que les 30% des repas étaient mieux consommés s'ils étaient pris dans une salle à manger. C'est sûr qu'au CHT, c'est dans les champs, c'est un plateau, et puis voilà. Tout le monde n'a pas des salles à manger. Et puis après, c'est vrai que dans une enquête de satisfaction qui avait été faite en France, ce qui ressort beaucoup au niveau des patients, c'est pas tellement la cuisine, c'est seulement 20%, mais c'est vraiment l'architecture, qu'il n'y ait pas de nuisance sonore, que la table soit bien présentée, qu'il y ait des nappes, qu'il y ait de la porcelaine, que tout soit joliment fait. Voilà. Et donc ça, c'est vrai, c'est des choses au niveau institution où on peut, si on y met les moyens, où on peut travailler dessus. Voilà. Alors, je rebondis. Alors, j'ai juste une diapo. Je pense que vous avez peut-être dû entendre parler. Je remercie les maisons de retraite et les familles d'accueil qui ont participé, et la province Sud. Donc, on a travaillé le 20 juin sur la journée nationale d'alimentation à l'hôpital et en maison de retraite. Donc, il y a le CHT, le CHS, les 2 cliniques, Manière, Bélier-Citron et Blanche Patate qui ont participé. Il y a 3 maisons de retraite, la résidence Boulary, Gabriella et la maison de retraite du Kiwanis de la Foi, et des pensions de famille, la pension Lady, les Anthurium et le Nidoyer. Et Lady. Et donc en fait, l'objectif c'était de faire un menu unique, des animations ludiques toutes autour de l'alimentation. Et sincèrement, on a tous eu une émulation très forte autour de l'alimentation. Il y a eu des quiz, il y a eu, je crois qu'à Gabriella, vous avez fait des ateliers senteurs, il y a eu de la gymnastique douce. Au CHS, on a eu les kinés qui ont fait un parcours de marche. Tous les services ont participé à faire des ateliers thérapeutiques où ils ont fait eux-mêmes l'entrée et le dessert. Il y a des patients qui ont partagé les repas avec les soignants. Et ça a permis de créer une dynamique autour de l'alimentation qui n'existait pas, et surtout maintenant d'arriver à faire en sorte qu'on va pouvoir améliorer, parce que jusqu'à présent il n'y avait pas de prise de conscience réelle en fait, je pense, et là on a réussi à le mettre en place. Au CHT ça a été un peu plus difficile,
parce que c'est une plus grosse structure. Et en maison de retraite, je crois que vous avez bien joué le jeu, et dans les pensions aussi. Hein. Voilà. Donc j'ai pas de photo des autres structures. Alors, l'autre pathologie qui est un grand pourvoyeur des dénutritions, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer, en fait, donne des troubles du comportement alimentaire. Déjà, de fait, la maladie d'Alzheimer, avant même qu'on ait diagnostiqué quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, il va déjà perdre du poids. C'est un facteur prédictif. Souvent, il perd 2-3 kilos avant qu'on diagnostique la maladie. Mais cette maladie, forcément, elle fait baisser les apports alimentaires par on voit bien qu'ils ont des problèmes de mémoire, une atteinte des fonctions exécutives qui fait qu'ils ne peuvent plus créer de recettes eux-mêmes, faire leurs courses par eux-mêmes, s'alimenter, s'approvisionner. Les dents est souvent épuisées. Ils ont des troubles du comportement alimentaire qu'on va en parler après, des problèmes de déglutition. Et ils augmentent aussi leurs dépenses énergétiques. Hein. Forcément, dans l'équilibre alimentaire, il y a ce qu'on va apporter par l'alimentation et ce qu'on va dépenser. Et donc, ils vont déambuler et faire des tours, et faire des tours, et faire des tours. Et du coup, ça pourvoit aussi la perte de poids. Et ça, c'était assez intéressant. C'était des patients qui parlaient en fait sur pourquoi il y avait une réduction des apports. Alors les familles disaient elle se perd en allant faire les courses, elle achète une 6e bouteille d'huile mais oublie le pain, ou alors elle qui cuisinait si bien ne sait plus cuire des nouilles. Je pense que ça doit vous parler. Elle laisse tout cramer dans ses casseroles, elle ne sait plus se servir d'une fourchette, elle qui était si soigneuse en met partout. Moi cet après-midi, il y en a une, on m'a dit elle jette l'alimentation par terre, elle donne aux chiens, elle garde des aliments dans la bouche, elle ne sait plus mâcher, et après c'est docteur, j'en peux plus, c'est trop dur, je veux la mettre en maison de retraite. Alors c'est vrai qu'il y a une échelle qui permet d'évaluer les troubles du comportement alimentaire, c'est l'échelle de Blanford, mais cette maladie-là, c'est vraiment la difficulté numéro 1 des aidants, puisque souvent ils sont en opposition, ils mettent les mains devant la bouche, ils repoussent la nourriture, ils sont parfois agressifs, ils détournent la tête lorsqu'on leur donne l'alimentation, ou alors ils crachent ou ils jettent la nourriture, ils essayent de faire disparaître la nourriture. Ou alors ils ont des problèmes praxiques, c'est-à-dire de coordination, ils mélangent la nourriture, ils parlent continuellement, ils se lèvent, ils partent, donc du coup ils n'arrivent pas à faire un repas avec l'ensemble de la famille, ils mangent des choses non comestibles, ça peut être n'importe quoi, et parfois ils ont du mal à utiliser les couverts et ils utilisent leurs doigts plutôt que d'utiliser une fourchette. Ils ont des comportements sélectifs aussi, où parfois ils ne vont manger que des légumes, ou ils vont manger que la viande, ils ne vont pas tout manger, ou alors il y en a certains qui vont manger que de la purée, ou que des liquides, ou certains vont manger que leurs aliments préférés, et après effectivement ça va aboutir sur des troubles de déglutition. Il y a aussi certains qui vont carrément, on va leur mettre une cuillère devant la bouche et ils vont fermer. Et ils ne voudront pas qu'on leur donne, ou alors ils vont ouvrir et puis ils vont garder la fourchette ou la cuillère à l'intérieur de la bouche. Donc après, certains acceptent la nourriture et la recrachent, ou d'autres la dégoulinent. Bon, oui, non, mais c'est sûr, on en parlera après avec Magali, plus dans le détail en fait. Donc les autres causes, des problèmes de déglutition, des maladies un petit peu chroniques ou aiguës, des syndromes confusionnels. Quand on prend plus de 3 médicaments par jour aussi, ça peut donner des troubles du goût. Et surtout lorsqu'on est dépendant dans les actes de la vie quotidienne où on ne peut pas préparer nous-mêmes les repas. Voilà. Donc il y a aussi, quand on a des gros problèmes d'hygiène bucco-dentaire, il y a eu, ça donne des problèmes de mastication, ça c'est avec l'âge aussi, et quand ils ont un mauvais état dentaire. Il y a une enquête qui avait été faite en Bretagne par l'URCAM, c'est l'agence régionale de santé, qui disait qu'en fait 60% des personnes qui vivent en maison de retraite ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire, et 26%, donc quasiment un quart, ne se sont jamais brossés les dents. Voilà. Après c'est culturel, c'est habituel, voilà. Et donc ils avaient monté un réseau de soins dentaires. C'est vrai que nous, pendant la journée d'alimentation, on a fait aussi intervenir la dentiste parce qu'on s'est rendu compte que c'était une catastrophe, quoi. L'entretien des prothèses dentaires, le brossage des dents,
Les soins de bouche, voilà, on n'y arrive pas non plus. Hein. Voilà, donc c'est vrai que quand on vieillit, si on ne fait pas des soins dentaires non plus pendant toute notre jeunesse, enfin pendant la jeunesse et l'âge adulte, on arrive à des caries qui sont plutôt en bas, et donc du coup ça aussi c'est pourvoyeur de dénutrition. Alors les régimes, un petit mot sur les régimes, parce que souvent quand les personnes sont insuffisants cardiaques ou diabétiques ou goûteux, tout ce que vous voulez, ils ont un régime et ils vont l'avoir pendant toute leur vie. Et arrivé à un moment donné, c'est vrai que c'est bien, mais on donne quand même des carences en certains nutriments. Et il y a un manque de goût et une lassitude. Et c'est vrai que bon, après, quand on a des croyances personnelles comme être végétarien ou des croyances religieuses, mais je pense que, et beaucoup de gériatres le sont, nous on fait d'ailleurs plus de régime au CHS, mais à un moment donné, les régimes restrictifs, il faut arrêter parce que c'est pas ça la priorité, hein, puisque comme je vous disais, un régime sans sel, les personnes déjà vont perdre du goût, donc si vous mettez un régime sans sel, ils vont avoir du mal à ressentir le goût et à manger, et donc ça va être pourvoyeur de dénutrition. Donc si la personne est stabilisée au niveau médical, qu'elle n'est pas en poussée d'insuffisance cardiaque ou en crise de diabète aigu, je pense qu'on peut quand même mettre un régime normal et après on équilibre. L'important c'est quand même que la personne mange, quoi. C'est pas qu'on règle sa pathologie voilà, on peut équilibrer par des médicaments, voilà. C'est que surtout on soit dans un projet de vie et bon, et on en voit encore beaucoup des gens qui sont sur le régime. Alors, comment on la recherche? La dénutrition, le diagnostic, c'est simple, c'est une perte de 2 kg en un mois ou 4 kg en 6 mois, voilà. Ou alors on fait l'indice de masse corporelle, qui est le poids qu'on rapporte à la taille. Mais après, il y a d'autres critères un peu subjectifs, comme on voit qu'une personne perd son pantalon, ou qu'elle va serrer son grande ceinture. L'état du réfrigérateur aussi, il y avait une enquête qui avait été faite en Suisse, qui montrait que si le réfrigérateur était vide, c'est que les gens ne mangeaient pas. Donc vous avez fait tous les réfrigérateurs des personnes âgées d'une région, donc c'était assez intéressant. Alors d'autres critères aussi, c'était la taille des animaux domestiques, du chien. Si le chien est gros, c'est qu'on lui donne à manger. Voilà. Donc, bon. Le ralentissement des activités aussi de la vie quotidienne. Et j'ai oublié de dire un plus haut, le dosage de l'albumine, on ne le fait pas assez souvent. Si l'albuminémie, donc c'est le reflet des protéines dans le sang, et c'est vraiment ce qui va nous révéler si la personne manque en protéines ou pas. Donc il y a un tableau juste après, donc ça c'est l'IMC. Donc je pense que vous avez déjà dû voir des affiches à peu près sur l'indice de masse corporelle. Donc on a tous un indice de masse corporelle. Donc nous, quand on est en dessous de 18,5, on est dans la maigreur. À 24,9, enfin 25, on est normal. Jusqu'à 30, on est au niveau obésité. Voilà, donc c'est sûr qu'en Calédonie, on est plus vers le 25, 30, 40 à l'âge adulte et sportif. Mais dès qu'on vieillit, on commence à baisser vers la maigreur. Voilà. Alors là, c'est un tableau pour vous récapituler un peu les indices pour rechercher la dénutrition. Donc soit on fait une perte de poids, donc soit en pourcentage, soit l'indice de masse corporelle, soit l'albumine. Si elle est en dessous de 35 grammes par litre, donc c'est un reflet de dénutrition. En plus, l'albumine a une demi-vie de 21 jours, donc du coup, ça nous permet vraiment de voir sur 3 semaines le reflet des protéines. Et après, l'ingesta, c'est ce que la personne mange en fait sur 3 jours. Donc là, après, on a des feuilles où, effectivement, voici, on trouve la feuille, qu'on aimerait bien mettre en place, où effectivement, sur 3 jours, on peut évaluer si la personne mange bien le petit déjeuner, le dîner, et il y a juste à colorier, si on colorie vraiment bien, donc c'est qu'elle a tout mangé, si on colorie un petit peu moins, c'est qu'elle a mangé moins de la moitié de son repas, et au-dessus, elle a mangé plus de la moitié de son repas. On donne tout ça à une diététicienne chevronnée, qui après nous dit s'il manque des protéines, des glucides, des lipides, et après elle nous fait la synthèse. Voilà. Essayez de vous indiquer un petit peu des petites solutions simples que vous pourrez appliquer au domicile ou bien en maison de retraite ou en pension de famille. Donc pour la personne âgée, on continue l'alimentation équilibrée.
Donc en quantité, donc on l'a dit, les besoins ne diminuent pas avec l'âge. C'est vrai qu'on se dit souvent une personne âgée, elle mange moitié moins qu'une personne jeune ou du moins plus jeune. C'est faux, une personne âgée devrait manger quasiment autant qu'un adulte. Donc on ne diminue pas les quantités en général, sauf vraiment pour les petits appétits. Il faut un apport d'environ 30 calories par kilo par jour, donc c'est un petit peu barbare. En gros, ça veut dire à peu près 2000 calories par jour et un minimum de 1500 calories. En dessous de 1500 calories, il est impossible de couvrir les besoins de l'organisme. Le petit déjeuner, on essaye qu'il soit relativement copieux, entre 25 et 30% des calories ingérées sur la journée. Un déjeuner relativement correct aussi, entre 35 et 40%. Un goûter aussi, pour permettre de compléter un petit peu ses apports entre 5 et 10%, et un dîner suffisant de 25 à 30%. En qualité aussi, donc il faut que l'alimentation apporte au moins 5 fruits et légumes par jour, qu'ils soient frais, qu'ils soient cuits, qu'ils soient en boîte, qu'ils soient surgelés. Du pain ou un féculent à chaque repas. 3-4 produits laitiers par jour, soit sous forme de lait, de laitage ou bien de fromage. De la viande, du poisson ou des œufs, dans l'idéal 2 fois par jour. Limiter les matières grasses, donc pas de friture à tous les repas, on évite. Et limiter les produits sucrés. On va parler de l'hydratation déjà, donc 1 litre à 1,5 litre de liquide par jour, donc soit sous forme d'eau plate ou gazeuse, de robinet, minérale ou de source. Ça peut être des fruits pressés, des smoothies ou des jus de fruits sans sucre ajouté. Ça peut être des bouillons ou du potage, du lait, milkshake, thé, tisane, café, chicorée, eau aromatisée ou sirop. Donc comment est-ce qu'on peut enrichir? On peut enrichir avec des choses simples. On peut enrichir avec de la poudre de lait. On peut enrichir avec du lait concentré non sucré. Parce que dans un plat salé, ça ne va pas être le concentré sucré. On peut enrichir avec du jaune d'œuf. Donc ça peut se mettre dans les purées, ça peut se mettre dans le potage. On peut enrichir avec du fromage fondu, type kiri, vache kiri, du saint-mauré, des choses comme ça, ou du gruyère râpé. Sauf si la personne a des troubles de la déglutition, on évite le gruyère râpé puisque ça fait du filament et ça passe pas très très bien. Des dés de jambon ou du jambon qu'on va mixer par exemple dans la soupe. Du surimi, pour les entrées, on peut enrichir comme ça en rajoutant un petit peu de surimi. De la crème fraîche ou du beurre. Donc là, la crème fraîche et le beurre, c'est plus en énergie, ça n'apporte pas de protéines, ça permet d'enrichir en calories. Pensez par exemple pour les légumes, vous pouvez les faire en gratin, jeter une béchamel avec du lait, du beurre, de la farine, ça vous permet déjà de proposer un plat un petit peu plus riche. Et puis souvent aussi les personnes âgées préfèrent, c'est un peu plus facile à manger et ça a aussi plus de goût. Vous mettez un petit peu d'épices et ça passe beaucoup mieux. Proposer des desserts ou des goûters aussi un petit peu plus riches, un petit peu plus sympas que le yaourt et le fruit, comme par exemple des riz ou des semoule au lait, ou bien du lait de poule, pain perdu, ou des choses avec des crèmes de marron, des crèmes aux œufs. Pensez à fractionner les repas pour les personnes qui mangent peu, au moins 5 à 6 prises dans la journée. Alors c'est pas 5 à 6 repas complets, mais ce qu'on peut faire c'est pour les petits mangeurs, peut-être proposer que le plat et puis le dessert un petit peu plus tard, essayer d'avoir quand même des apports réguliers sur la journée. Alors, les textures modifiées, donc ça c'est surtout pour les personnes qui ont du mal soit à mâcher, qui ont du mal à avaler. Voilà. Donc en cas de problème de mastication et de déglutition, donc on peut modifier la texture pour permettre à la personne âgée de mieux manger. Quelqu'un qui a du mal à mâcher, si vous lui donnez un steak, il ne va pas arriver et au final il ne va pas du tout manger, ça va décourager. Donc on a plusieurs textures, vous avez la texture normale, la texture molle qui elle va être composée d'aliments uniquement mous et bien cuits ou bien alors bien mûrs. Ça peut être des betteraves, avocats, des choux-fleurs cuits, tomates par exemple pour les entrées, pâtés ou bien sardines. Les viandes plutôt en sauce, c'est surtout les viandes à cuisson longue en fait, qui sont un petit peu plus moelleuses, éventuellement de la viande hachée. Du poisson, des œufs, les légumes bien cuits, donc là c'est vrai que les gratins de légumes ça passe assez bien. Du fromage, sauf ceux à pâte cuite, qui sont beaucoup plus durs, des laitages, des fruits bien mûrs, après tout ce qui va être aussi semoule au lait, riz au lait, les pâtisseries, des choses un petit peu plus sympas. La texture hachée ou moulinée, ce sera les mêmes aliments que la texture molle, mais par contre, on peut soit les écraser à la fourchette ou bien les passer dans un mixeur. La texture mixée, donc là, on passe tous les aliments au mixeur. On rajoute un petit peu de bouillon ou un petit peu de lait pour que arriver à une texture comme la compote de pommes.
pour que ce ne soit pas trop épais et que ça passe quand même bien. On pense à bien séparer la viande et les légumes, qui n'a pas à servir une mixture un petit peu qui n'a pas de couleur et qui n'a pas de goût, hein, avec tout mélangé ensemble. On essaie quand même de préserver un petit peu le repas avec la viande d'un côté, les légumes de l'autre, et que la personne sache à peu près ce qu'elle mange. Voilà. Oui. Et les mixés, oui, c'est vrai que ça se fait en dernière minute, hein, puisqu'une alimentation mixée est beaucoup plus sensible aux microbes qu'une alimentation normale. Ça peut se faire avec les services de gamelle, hein, on peut prendre le repas proposé et éventuellement le passer au mixeur. On a un service de portage à domicile. Ensuite, on va parler un petit peu du manger main. C'est une alimentation équilibrée à texture modifiée qui est entre haché et mixé, et dont la forme et la consistance permettent d'être mangée avec les mains. Alors c'est vrai que c'est surtout proposé aux patients qui ont la maladie d'Alzheimer, puisqu'on a vu que ces patients-là avaient du mal à se rester à table, à utiliser des couverts. Donc c'est vrai que leur proposer des choses comme ça qui sont à disposition, qui peuvent manger avec les mains, on s'est rendu compte que les personnes, elles mangeaient mieux et plus. Donc c'est des choses qui peuvent être tout simples, hein. Par exemple des petites pommes de terre, peut-être entourées d'un petit morceau, ça peut être des petits paquets d'haricots verts, ça peut être des quenelles, des choses comme ça. Alors, en cas d'altération du goût ou bien de petit appétit, hein, pour donner envie, on peut déjà varier les aliments proposés, ça c'est important, ne serait-ce que pour l'équilibre alimentaire, pour l'apport en vitamines et en minéraux, et puis aussi pour éviter la lassitude des personnes. C'est sûr que s'ils mangent tous les jours la même chose, au bout d'un moment, ils ont beaucoup moins d'appétit, ils ont beaucoup moins envie de manger. Varier la façon de cuisiner aussi, hein. Si malheureusement on n'a pas toujours tout ce qu'on veut pour faire à manger, au moins essayer de varier la façon de cuisiner, ça permet de donner un petit goût différent. Varier les couleurs. Si vous servez, je ne sais pas, par exemple, un blanc de poulet avec des choux-fleurs et des pâtes, c'est une assiette un petit peu blanche, un peu pâle, ça ne donne pas forcément envie. Si on met un petit peu de couleur, tout de suite ça éveille un petit peu plus l'appétit. Faire vérifier la dentition. Ça c'est important parce que parfois on dit bon il mange pas, et puis finalement c'est juste un problème de dentier qui n'est pas adapté ou bien de douleur au niveau des gencives ou des dents. Donc ça c'est important. Bien mastiquer les aliments, donc ça c'est surtout si vous dire aux gens de bien mastiquer. Plus on mâche l'aliment et plus ça va exprimer la saveur. Ajouter des petites choses pour donner du goût comme des herbes, des épices, des aromates, du vinaigre, du citron, ça fait du coup de tomates, des cuissons bouillon cuits par exemple, hein, pour les légumes, pour leur donner un petit peu de goût qui sont un petit peu moins fades. Et pour les repas mixés, donc pensez à ajouter quand vous mixez de la sauce ou bien de la crème fraîche ou bien du fromage pour apporter un petit peu de goût. Le fait de mixer les aliments, ça leur fait perdre un petit peu de leur saveur, donc ne pas hésiter à ajouter des petites choses qui vont leur donner du goût. Dresser une jolie table, ça c'est important, c'est vrai que la vue c'est déjà la première chose qui donne envie de manger. Donc si vous arrivez sur une table qui est un petit peu présentée, qui a une jolie nappe, voilà, le plat bien présenté, ça donne déjà beaucoup plus envie. Et éviter de servir de trop grosses quantités dans l'assiette. Donc là c'est vrai que surtout pour les petits appétits, s'ils arrivent, ils ont une montagne comme ça dans l'assiette, déjà ça leur coupe l'appétit, ils n'ont pas envie de manger. Donc mieux vaut servir une petite quantité, éventuellement resservir la personne si elle a encore faim, plutôt que de proposer quelque chose qui lui paraît monstrueux. Donc là, un petit peu plus pratique, c'est des petites recettes toutes simples. Par exemple, le lait de poule, on va un petit peu enrichir. Donc un bol de lait, 3 cuillères à soupe de lait en poudre et 2 jaunes d'œufs. Ensuite, vous les parfumez selon le goût de la personne, soit du chocolat en poudre. Je ne sais pas ce que j'ai voulu écrire après. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, je sais pas. Caramel, vanille, cannelle. Voilà. Banane peut-être, ouais. Banane, ouais. Un milkshake enrichi, donc c'est par exemple un demi-litre de lait à mixer avec 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 1 cuillère à soupe de crème fraîche et une boule de glace vanille. Et après on peut parfumer pareil avec de la vanille, de la cannelle ou bien fruits. Ça c'est quelque chose, c'est quand même relativement simple à faire. On rajoute des glaçons, c'est assez frais quand il fait chaud, les personnes âgées aiment relativement bien. Fromage blanc à la banane, alors ça c'est un fromage blanc ou bien 4 cuillères à soupe des gros pots que vous mixez avec une banane. On rajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 1 cuillère à soupe de crème fraîche et 1 cuillère à soupe de sucre ou plus selon le goût de la personne.
Alors, une soupe de légumes, donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire une soupe de légumes enrichie? Donc, soit avec des vrais légumes ou bien avec une soupe en briques si on n'a que ça sous la main. Dans un bol, on peut ajouter 2 portions de vache qui rit ou du fromage fondu, hein, ça peut être du kiwi, ça peut être du saint-mauré ou ça peut être même du boursin si on aime les petits bouts de fines herbes. Ou bien on peut rajouter 2 cuillères à soupe de lait en poudre ou un jaune d'œuf, donc ça va être pour la part en protéines. Et ensuite on peut ajouter aussi 1 cuillère à soupe de crème ou l'équivalent d'un carré de beurre. Donc comme ça on enrichit et en protéines et en énergie. Les sauces pour la viande ou bien pour le poisson, on peut les enrichir aussi avec 2 cuillères à soupe de lait en poudre ou bien de la crème fraîche. Et les compotes, on peut aussi les enrichir avec 2 cuillères à soupe de lait en poudre par exemple, éventuellement de la crème fraîche pour ceux qui aiment ça. Les compléments alimentaires, donc ça va être surtout quand, voilà, malgré les enrichissements, la personne continue à maigrir ou bien qu'elle ne mange pas suffisamment. On peut utiliser des compléments alimentaires que les laboratoires fabriquent. Donc c'est des produits qui sont riches en énergie et en protéines, sous un petit volume. Ça existe sous forme de crème, ça existe sous forme de liquide, de jus, de la poudre de protéines aussi. Ça existe avec ou sans sucre, avec ou sans lactose, donc on peut vraiment trouver pour tout le monde. Ça ne remplace pas le repas par contre, hein. Donc il faut bien être conscient que c'est un complément alimentaire, donc c'est à prendre en plus du repas. Donc comme c'est des produits qui coupent l'appétit, on évite de les prendre près du repas. C'est vraiment au moins 1h30 à 2 heures avant ou après le repas pour permettre à la personne de manger quand même suffisamment au repas. Et on essaie de demander une prescription au médecin, d'en discuter avec le médecin quand on voit que la personne ne mange pas suffisamment, qu'une nutrition est diagnostiquée. Les conditions d'utilisation, donc le mieux c'est de les servir frais, puisque à température ambiante, il y a quand même un petit goût de protéines qui n'est pas forcément très agréable. On peut aussi les chauffer. Tout ce qui va être café ou chocolat, on peut les faire chauffer. Pensez bien juste à enlever l'opercule en aluminium si vous les passez au micro-ondes. Il y en a certaines aussi qui peuvent être surgelées en fonction des marques et ça peut faire une petite glace par exemple. À consommer donc dans les 24 heures si c'est conservé au réfrigérateur ou bien dans les 2 heures si c'est conservé à température ambiante. Donc on évite de laisser 3-4 jours le même à la personne. On essaye de le fractionner quand c'est possible pour favoriser la tolérance digestive. Donc c'est pas avoir les 200 ml tout sec comme ça. D'une déjà c'est très bourratif, donc après la personne risque d'avoir des sensations de lourdeur. Et puis c'est quand même plus facile pour le digérer, voilà, si c'est pris en plusieurs quantités, en plusieurs fois. Pardon. Et je le redis, pas la peine du repas. La nutrition entérale, donc ça c'est vraiment quand la personne, malgré tous nos efforts, ne mange pas suffisamment. En fait, c'est des personnes qui sont nourries par sonde, c'est une sonde qui arrive directement au niveau de l'estomac. Donc soit qui passe par le nez et qui descend jusqu'à l'estomac, ou bien soit au niveau d'une stomie, donc qui est directement un trou en fait, avec ce qu'on appelle un petit bouton et qui permet d'accéder directement à l'estomac. Donc ça c'est à discuter avec le médecin, le patient s'il est en capacité, ou bien la famille. Quand l'alimentation orale donc, est insuffisante, ou bien soit parce que la personne ne veut plus manger, ou bien soit parce qu'elle n'arrive plus à déglutir. Donc l'alimentation entérale permet quand même de manger par la bouche. Vous avez des personnes qui mangent quand même malgré tout, mais pas suffisamment. C'est donc voilà, je la sonde. Et les avantages, c'est que ça permet de conserver la fonctionnalité du système digestif. En conclusion, c'était pour vous dire que cette dénutrition, elle ne s'invente pas, il faut la rechercher et l'évaluer essentiellement avec le poids. Donc ça demande d'avoir une balance. On n'a pas parlé de tout ça, mais effectivement une balance. Et parfois d'une toise aussi, on se rend compte qu'on a dans les services pas de balance de toise, donc du coup, il faut la rechercher. Elle n'est pas à sous-estimer non plus. Et surtout, il y a des conseils alimentaires. On a essayé, je pense, avec Magali, de vous donner quelques pistes. Après, c'est qu'un petit topo d'une heure pour que vous puissiez avoir... on essaye de saupoudrer, mais c'est vrai qu'on pourrait encore plus en travailler. Et moi, je pense que ça demande une sensibilisation et surtout une formation à travers les aidants familiaux, mais aussi les auxiliaires de vie, d'autres professionnels, des médecins. Et moi, je suis pour les ateliers cuisine. J'en ai déjà parlé avec le CCAS, que j'aimerais beaucoup qu'ils se mettent en place
avec la commune pour les aidants, parce que je pense que faire des cours comme ça c'est très sympa, mais tant qu'on ne l'a pas fait par nous-mêmes et qu'on ne le fait pas en direct et qu'on ne sent pas les aliments, etc., et bien, je pense qu'on ne peut pas être formé. Voilà. Donc j'espère qu'un jour nous aurons nos ateliers cuisine. Voilà, moi je serais très contente d'y participer. Merci.